Vous êtes sur Air Party, le club des community builders francophones. J'espère que vous avez la pêche en ce dimanche 21 juin, jour de la fête des pères. Cette semaine, une petite conversation autour de la curation de contenu avec nos membres. On a laissé la parole notamment à deux membres qui se lancent dans le community building. Ange-Michael Haï de la newsletter Pause Curation qui vient de lancer il y a quelques semaines. Et puis Ibtissem Mawen, ex-entrepreneur et aujourd'hui en poste dans un très grand groupe digital et tech. Côté community builder un peu plus aguerri, on aura sur le hot seat Marie Dolé d'In Bed with Tech, une newsletter sur le digital, Alexis Ménard d'Equity 101, un super podcast qui traite de l'equity et du VC game. Alexis Minkela, hôte du podcast Tribu Indé et également créateur du mini-cours sur le freelancing, lemodedemploi.fr. Ce Fireside Chat a eu lieu le jeudi 18 juin. Très bonne écoute! Ouais, exactement. Alors, déjà, je dirais, quel est le type de contenu que vous recherchez en fait dans votre curation? Est-ce que ce sont des articles de blog? Est-ce que ce sont des podcasts que vous recherchez? Qu'est-ce que c'est? Quel est votre format favori, on va dire? Ouais, donc en fait, moi j'ai assez évolué dans le temps. Je sais pas si je suis très original, mais en tout cas, je sais que j'ai évolué au fur et à mesure des années. Le podcast est finalement le dernier segment que j'ai raccroché, mais au départ, moi enfin, et je continue, mais c'est vrai que j'ai un peu moins d'attention sur un outil comme Feedly qui me permet d'aller faire un agrégateur de blog, on va dire ça comme ça, qui était ma principale source. Et au fur et à mesure, je raccrochais les sujets sur Feedly et très orienté, moi, VC, forcément. Et puis tendance. Et donc, j'ai commencé comme ça. Et puis après, c'est rajouté le sujet des newsletters qui arrive dans la boîte mail, qui fait un deuxième flux deuxième flux d'informations. Et là-dessus, j'essaye alors c'est pas toujours parfait parce que j'itère aussi vachement là-dessus, mais j'ai essayé de classer le contenu d'abord dans une simple base Excel au début, après dans du Airtable avec des tags, etc. Et puis finalement, je suis resté sur un outil comme Getpocket qui me permet de mettre des tags et d'aller classer les articles. On finit tous sur Pocket. Comment? On finit tous sur Pocket à la fin. Ouais, en fait, c'est ce que j'ai trouvé de plus efficace, même si c'est pas parfait. Parce que du coup, les articles que j'ai pas lus, je vais pas les relire. Donc ça, c'est la limite du truc. Mais globalement, je classe là-dedans. Et puis après, j'ai testé deux, trois applis de podcast pour faire de la curation. Et finalement, j'ai préféré revenir sur Apple Podcast et où j'ai refait une classification assez, par contre là, assez carré, c'est-à-dire j'en ai pas trop, et des choses que je peux écouter et que je suis régulièrement, et j'ai viré tous ceux que je trouvais cool mais que j'écoutais jamais. Donc voilà un peu moi comment je me suis organisé. Et après il y en a d'autres qui arrivent, des choses qui arrivent, mais je pense que les autres ont souvent plein de choses à partager. Il y a plein de nouveaux outils qui arrivent. Ok. Et ça c'est un peu ma stack historique. Ouais, de début quoi. Ibtissem, t'as une question de ton côté? Alors moi, je vais rejoindre la question d'Ange qui était quels sont peut-être les meilleurs outils que vous utilisez, mais peut-être spécifier en demandant quels sont les meilleurs outils qui utilisent un peu les données pour enrichir le contenu éditorial ou Bitly, ça fait un peu ça, quoi. C'est un outil comment on peut appeler ça? Ça raccourcit les URL et puis ça te permet d'avoir de l'analytique sur les gens qui cliquent sur les liens. Tu peux les customiser d'ailleurs, je crois, les liens, sur une version payante. Et tu peux traquer un peu qui est-ce qui clique sur ces liens. Tu as un peu d'analytique derrière. Après, si c'est ton site, il vaut mieux utiliser Google UTM Builder. En fait, si tu as installé Google Analytics en tracking sur ton site, le mieux, c'est d'avoir UTM parce que tu tapes sur Google UTM Builder. Et puis, ça va te permettre en fait de faire ton tracking directement par campagne et tout dans ton analytics, quoi. C'est un peu la base quand tu fais après des campagnes d'acquisition, d'emailing, d'AdWords, etc.
le plus pratique, c'est d'utiliser UTM. Après, encore une fois, tout dépend de ton utilisation parce que soit c'est ton site, auquel cas, oui, tu utilises Google UTM. Maintenant, effectivement, si c'est, je sais pas, un lien et que tu veux traquer, effectivement, un Bitly, ça peut le faire. Enfin, tout dépend un petit peu de ta stratégie. Après, moi, sur ta question, moi, j'avais compris, en fait, comment, je sais pas pourquoi, comment rendre des données plus… enfin, comment visualiser de la donnée. Mais c'était peut-être pas ça la question, mais si jamais c'était la question… Mais ça peut l'être en effet. Donc, donc si tu as une réponse… il y a un outil qui est pas très mal, qui s'appelle Flowchart. Alors, attends, non, c'est même pas… Oui, c'est ça, c'est… non, c'est Flourish. Ah oui, Flourish, pas mal, ouais. Et ce que j'aime bien, c'est que ça te permet de faire des graphes interactifs très facilement, quoi. C'est un outil no-code, donc je veux dire, même si tu ne sais pas coder, c'est pas très compliqué. Et tout de suite, ça te fait quand même des infographies ou des choses quand même assez waouh, si je puis dire. Ok. Et c'est assez simple d'utilisation. Alors, très simple. Alors après, tu as des versions premium ou tu as des versions gratuites, hein, enfin premium. Donc après, tout dépend de ton utilisation. Moi, je sais que j'en discutais avec quelqu'un avec qui je discute souvent, qui s'appelle Olivier Frey, et qui en fait est dans tout ce qui est agriculture. Et lui, il l'utilise justement, il fait une newsletter et à chaque fois, il l'utilise pour justement traiter ces sujets avec de la donnée. Et c'est vraiment sympa, quoi. Ok. Après, moi, sur le côté question générale, quels sont vos outils de curation pour essayer d'avoir fait mes devoirs avant d'arriver, je me suis posé cette question-là. Je suis tombé sur une page blanche, un peu chiante parce que du coup, c'est difficile de répondre. Et en même temps, il y a un truc dont je me suis aperçu il n'y a pas longtemps, c'est que ça fait peut-être 10 ans que j'ai ouvert un compte LinkedIn ou Twitter. Enfin, ouais, ça fait peut-être un peu 10 ans. Et donc, du coup, j'ai un flux de personnes, que ce soit sur LinkedIn ou que ce soit sur… alors, peut-être pas 10 ans sur LinkedIn, mais en tout cas, j'ai des flux sur des réseaux sociaux comme LinkedIn, comme Twitter, qui sont uniques. Et donc, en fait, ma veille, aujourd'hui, c'est souvent le fruit de ce flux-là qui est finalement lié aux gens que je suis, aux gens que je connais, modulo les gens… je sais pas, sur lesquels je mets des alertes. Et c'est vrai que j'ai envie de dire, est-ce que les gens peuvent répliquer ça? Non, parce que ce flux-là, il est unique, il est avec le temps. Alors, j'ai quand même un petit tips à donner. C'est comme ça que j'ai connu Marie. C'est que Marie, je l'ai connue parce que je voulais lui piquer ses listes sur Twitter. et en fait, un bon moyen d'aller faire de la veille sur un sujet, c'est d'aller sur Twitter, regarder les listes des influenceurs. Et les 3/4 du temps, les listes, elles sont ouvertes. Elles sont pas fermées, elles sont pas privées. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et comment tu les trouves, les listes, justement? Je suis curieux. Dans liste, tu vas sur le compte Twitter de l'influenceur en question et puis tu regardes s'il a des listes ouvertes. Et là, si le type est un vrai digger et qui fait bien sa veille, là c'est trésor. Là, c'est un gros trésor. Ok. Alors, le plus drôle dans l'histoire, c'est que généralement, j'ai mes listes en privé. Et c'est comme ça, moi, du coup, que j'ai connu Alexandre parce qu'il s'est inscrit à une liste. Je me dis, mais c'est bizarre, c'est la liste de mes influenceurs chinois, elle est privée, cette liste. Du coup, tu allais lui parler. Je suis tout à fait d'accord avec Alexandre. Moi, je compléterais même. Moi, non seulement, il faut aller au-delà de ce qui paraît évident. C'est-à-dire que moi, quand je vais suivre quelqu'un, limite, je ne regarde pas sa timeline. Ce que je vais aller regarder, c'est ses likes. Parce que souvent, enfin surtout en fait des créateurs, des gens qui sont des thought leaders, etc. Souvent, ils vont alors bookmarker ou liker des articles en mode bon je vais brainstormer, je vais écrire un article plus tard, etc. Et c'est là où il y a des mines d'informations ou dans les listes, effectivement. Mais voilà, en tout cas, c'est ne jamais se contenter de juste regarder une timeline. Et puis après, moi, j'ai un proverbe, c'est Great Mind Thinks Alike. Donc, si jamais vous trouvez quelqu'un et quelques tweets, quelques likes, etc., vous trouvez que c'est vraiment pertinent, alors moi, après, je vais regarder tous ses followers. Pas tous les gens qui le suivent. Ouais, c'est hyper important. C'est hyper important de regarder les gens qui suivent parce que encore aujourd'hui, je suis tombé sur un type qui avait… je faisais une recherche par hashtag, une recherche comme une autre.
Je faisais une recherche sur Substack, justement, sur Twitter. Et il y a un mec qui est ressorti avec une vidéo super engageante qui m'amène sur son site, qui m'amène sur son YouTube, tout ça. Le type, il a de la chat. Et en fait, quand on analyse, quand on rentre un peu dans son compte, on voit que il n'est pas très suivi, que ses vidéos YouTube, il y a autant de pouces en l'air que de pouces en bas. Enfin, donc, en fait, faut toujours, je pense, aller un peu plus loin dans l'analyse des infos qu'on trouve autour des thèmes et des mots-clés. Et la recherche, la recherche sur le profil, elle est hyper importante. Ça, je confirme. Alors, une autre astuce, moi, que j'aime bien sur Twitter, c'est quand je découvre un profil, par exemple, que je trouve très intéressant, et mettons que ce soit quelqu'un qui tweet énormément, qui est, je sais pas, moi, 50 000 tweets. J'ai beau être un digger, je vais pas me faire les 50 000 tweets, c'est pas possible, quoi. Donc, ce que je fais souvent, c'est que je vais sur la box de recherche, tu sais, tu mets entre guillemets, tu mets arrobas, le nom du compte, et puis tu mets un mot-clé à côté. Et donc, ça te fera ressortir tous les tweets de cette personne associés à ce mot-clé. Par exemple, là, je vais sur Lee Jean, je ne sais plus comment elle s'appelle, celle de la Passion Economy. Ouais. Et puis, par exemple, ce qui m'intéresse, c'est newsletters. C'est par exemple connaître les newsletters dont elle aurait pu parler. Du coup, tu mets arrobas son compte Twitter et puis tu mets le mot-clé à côté. Et du coup, ça te permet voilà. Après, il y a pas mal d'astuces sur Twitter. Moi, j'ai pas mal de critères de recherche. Je dirais que moi, ce qui est encore plus important que les listes, c'est j'ai beaucoup de recherches sauvegardées sur des thématiques, des mots-clés, des choses comme ça qui m'intéressent. Et je sais pas, je dois en avoir peut-être une 50aine. Et voilà, après, ça évolue un petit peu au gré de mes recherches, etc. Là, en ce moment, par exemple, j'en ai une qui est liée, en fait, comme je suis en train de faire un article sur tout ce qui est écosystème des newsletters, j'ai fait 6 recherches différentes pour sourcer, en fait, tous les outils qu'il pouvait y avoir. Et c'est impressionnant parce que je pense que ma liste est assez exhaustive. Tu vois, je te dis même, Alexandre, j'en avais 50 tout à l'heure. Là, je suis à 80. Et j'ai découvert des choses que je n'avais jamais découvertes. Donc, en fait, Twitter, c'est extrêmement précieux. Mais je pense que 80% des gens ne s'en servent pas. Ou l'ont redécouvert. Ou l'ont redécouvert peut-être avec le confinement, je ne sais pas. Ouais. Il y a une dernière astuce, moi, que j'ai trouvé très bien. J'ai partagé un tweet hier sur… alors, moi, je suis en train de basculer sur Telegram pour m'amuser, mais je crois que je l'ai partagé sur Telegram. C'était justement quelqu'un qui donnait ses astuces, en fait, sur Twitter. Et c'est le fondateur de Mailbrew. Donc, si vous tapez son nom, vous mettez fondateur Mailbrew sur Twitter, vous le trouverez. Donc, c'est un de ses derniers tweets. Et il donne ses astuces. C'est super intéressant parce qu'en fait, il y en a une qui est très pertinente. Il dit, voilà, moi, ce que je fais, c'est que je suis tous les grands comptes sur Twitter, tous ceux qui ont une grosse audience. Et quand ils publient quelque chose, j'essaie d'être le premier à commenter parce que du coup, ça apparaît en top commentaire. Et comme c'est des gens qui ont des audiences, les gens souvent déroulent le thread et puis se retrouvent là. Donc, c'est drôle parce que pourtant, moi, je vais quand même assez loin dans ma réflexion, mais c'est un élément auquel je n'aurais pas pensé, quoi. Et c'est un sujet pour tout le monde, Twitter, avec Simin Kella. Tu fais ta veille là-dessus comme beaucoup, ou est-ce que tu privilégies d'autres types de viviers d'infos? Ouais, moi, je suis assez minimaliste dans ma recherche parce que, en fait, je me suis rendu compte que tu pourrais passer ta journée à faire de la curation et du coup, tu produis rien. Donc, effectivement, moi, Twitter est un très, très bon, un bon vivier de veille. Ouais. Mais récemment, je me suis fermé à découvrir d'autres choses, quoi. C'est-à-dire que je pense aujourd'hui avoir une bonne stack de personnes que je suis ou de projets qui m'inspirent et que j'ai pas encore le temps de diguer à fond. Et donc, je préfère diguer à fond sur quelques projets, suivre quelques personnes vraiment spécifiques plutôt que de suivre plein de gens un peu à droite à gauche. Donc, du coup, Twitter me sert pas mal là-dessus. Et après, moi, la meilleure curation que j'ai, c'est à la fois la veille que je peux avoir sur mes newsletters. Et pour ça, j'utilise un combo entre Feedly, qui me permet de récupérer les flux RSS de tout le contenu écrit, et d'aussi d'avoir mis toutes mes newsletters dessus, avec un plugin qui s'appelle Kill the Newsletter. En gros, ça te sert une adresse spécifique reliée à ton compte Feedly. Et en gros, ça me permet d'éviter d'avoir une boîte de réception engorgée là-dessus. Et du coup, tout se passe sur Feedly. C'est génial. Et ensuite… Alexis, juste,
Ouais. Je te coupe, mais du coup, c'est intéressant ce que tu dis, parce que j'ai fait un mapping justement sur le sujet, et donc je l'avais trouvé aussi. Mais c'est intéressant parce que Feedly, ils sont en train d'intégrer les newsletters. Donc bientôt, tu n'auras plus besoin de passer par ton plugin. Voilà, c'était juste une Parfait, trop bien. Mais du coup, j'utilise ça et je fais très attention au moment où surtout je fais ma veille. Parce que, en fait, le sujet de la curation, il est double. C'est-à-dire qu'il y a comment est-ce qu'on trouve ses ressources. Il est même triple. C'est quelles sont les ressources ou les gens, les personnes, les créateurs, où est-ce qu'on va chercher l'info globalement. Comment est-ce qu'on mouline cette info-là pour justement continuer de faire cette curation-là tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Et le troisième sujet qui est comment est-ce que je fais effet de levier sur cette curation-là pour justement m'aider à produire du contenu. Parce qu'en fait, ça, c'est la finalité qu'on oublie souvent. Et on peut vraiment passer ses journées à faire de la curation. Et j'en connais, j'ai des amis qui sont dans ce cas-là, qui passent leur journée à lire des choses, à consommer du contenu, mais qui ont plein d'idées, mais qui passent pas à l'action. Donc, il y a vraiment ces trois temps-là. Et moi, j'utilise pas Pocket. Enfin, j'utilise plus Pocket. Moi, j'utilise autre chose. J'utilise un autre outil qui s'appelle Instapaper, que je dois payer, je crois, 20 euros par an, qui me permet en fait de... donc, c'est le même principe. On sauvegarde ses articles. Donc, moi, je lis rarement. J'écoute rarement de podcasts ou je regarde rarement de vidéos sur le coup au moment où je tombe sur l'info ou alors on me recommande quelque chose. Je sauvegarde tout sur Instapaper et ensuite j'ai des plages souvent le soir où je me mets 1 heure ou 2 heures et je déplie ce que j'ai envie de déplier. Et l'avantage d'Instapaper, c'est que sur le contenu écrit ou les transcripts de podcasts, je peux surligner directement sur Instapaper et ça me crée directement des notes sur Evernote. Ce qui me permet en fait, et c'est là je trouve l'intérêt de la curation, c'est pas tellement de lire un maximum de contenu, mais c'est plutôt de lire assez peu de contenu, mais de rendre ce contenu-là le plus actionnable possible dans le temps. Ce qui me permet du coup d'avoir mes notes sur Evernote. Une note égale, enfin un nouveau surlignement égale une note. Et ensuite, ces notes-là, elles sont classées dans des dossiers. Et donc, en fait, ça me prend peut-être 1 heure par semaine où je fais ça le dimanche et je mets toutes mes notes dans les dossiers. Et ce qui me permet, en fait, une fois que j'ai besoin d'écrire une newsletter sur un sujet ou un contenu, un article, peu importe, ou préparer un podcast, en fait, juste avec une fonction de recherche par mots-clés, je peux à la fois rechercher dans les contenus et donc dans les surlignements directement ou par nom de dossier. Et c'est là où je trouve que c'est vraiment intéressant. On rentre dans une curation qui est, que moi j'appelle intelligente, où tu as presque créé un second cerveau dans lequel tu stockes tout ce que tu lis et tout ce que tu apprends. Parce que, en fait, des choses que j'ai lues il y a presque 6 mois, il y a des trucs, je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas et pourtant c'est super intéressant. Et donc, ce combo Instapaper Evernote me permet d'aller rechercher de l'info. Je rebondis sur ce que tu dis, Alexis, et merci pour Instapaper parce que du coup, il me manquait cette brique-là de surlignement, aller directement dans Evernote. Je te rejoins, mais complètement sur la finalité en fait. C'est ça qui est le plus important et on l'a pas dit, mais c'est vrai que c'est le plus important. Et moi aussi, j'utilise du coup Evernote pour structurer ce que j'ai récupéré, ce que j'ai trouvé intéressant. Et effectivement, moi, j'ai 2 applications, soit la préparation d'un podcast, soit parce qu'il y a un sujet pour le boulot qui m'intéresse à creuser et à construire de la connaissance. Et en fait, je voulais juste partager une autre façon que j'avais je m'aperçois que je ne l'avais pas réalisé comme ça, mais c'est ce que je fais. Quand je cherche sur un sujet et que je tombe sur un contenu de qualité. J'entendais parler Marie de dire je vais aller chercher, je vais aller creuser tout ce que la personne a fait sur Twitter. Moi, je vais aller décortiquer ce qui a été fait. Par exemple, si je prends un sujet, par exemple, Marketplace, et que je tombe sur le blog de Point9 Capital, qui est une des ressources extra sur le sujet, je vais aller creuser, mais tous les articles qui ont été faits sur le sujet par cette personne-là ou par cette ressource-là sur ce sujet-là. Et je vais aller au bout. J'ai une démarche quand même d'aller au bout des choses par source de données. On va dire ça comme ça. Et j'essaie de le classer aussi sur Evernote. Et je me rends compte qu'au tout début, quand j'étais encore étudiant et que du coup, il fallait que je me fasse la main parce que je partais de zéro, effectivement, les techniques qui ont été données sur Twitter, elles sont très, très bonnes. Alors, j'ai jamais trop utilisé les listes, c'est vrai, mais effectivement, dès que je voyais un créateur, j'allais voir tout ce qu'il avait retweeté et surtout toute sa liste d'abonnements. Et je voyais à qui il était abonné. Et c'est comme ça que, du coup, de fil en aiguille, tu remontes vraiment à l'essentiel. Tu vois, parce que en gros, toutes tes idées, elles passent
elle passe d'une inspiration à une autre. Et c'est intéressant de remonter à vraiment l'origine du truc. Mais aujourd'hui, ouais, je suis quelques personnes dans chaque catégorie. Mais par contre, je vais diguer au maximum. Là, par exemple, je reviens sur un mec que j'adore qui s'appelle Nat Eliasson. En fait, j'ai repris son blog du début et puis je regarde en fait toutes ses réflexions. J'ai fait ça pour Tim Ferriss il y a quelques mois où je relisais ce qu'il écrivait en 2007, pardon. Et c'est là où en fait c'est presque plus intéressant que de redécouvrir des nouvelles personnes qui vont en fait te ressortir les mêmes trucs que tu as entendus il y a 10 ans et c'est qu'un copier-coller un peu palo. Et non, mais c'est souvent le cas. Surtout, tu vois, moi je trouve que je le vois assez bien sur Twitter, c'est que t'as pas mal de là en ce moment la mode c'est de reprendre un peu alors en français de reprendre un peu les quotes de Naval Ravikant, de DHH, etc. En fait, ok, tu peux suivre ces gens-là, mais si tu veux, tu auras toujours un train de retard. Là où c'est intéressant, c'est d'aller du coup suivre ces gars-là, d'aller voir c'est quoi les inspirations d'un mec comme DHH, d'aller voir ok les inspirations de ce mec-là, lui dans quel univers il est. Et c'est comme ça que des mecs comme Ryan Holiday, qui est un auteur que j'adore, arrivent à faire des connexions dans ses livres et arrivent à sortir des choses qui sont presque inédites et arrivent à te... Parce que c'est là la puissance de la curation. C'est quand vraiment, in fine, tu sors un contenu avec un angle que tu as suffisamment intellectualisé, où tu as été recoupé de l'information vraiment à la source. Et pas juste un copier-coller de ce que tu as pu trouver à droite à gauche et en fait tu as mixé ça et tu en fais un truc qui est bien mais qui sera pas exceptionnel. Donc moi ce que je vous conseille c'est taper large au début et puis au fur et à mesure du temps commencer à vous recentrer même sur vos habitudes. En fait on se rend compte que il y a plein de trucs qu'on ne voit pas passer sur Twitter, qu'il y a des gens on s'est abonné ou on s'est abonné à leur newsletter, en fait on les lit une fois sur 4. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à se dire ok c'est pas grave, on cut. Sachant qu'il y a des influenceurs quand même qui vont loin dans le give, je veux dire, ils sont pas juste là en train de tweeter. Bien sûr. Et il y en a carrément qui dévoilent pas leur esprit, mais qui ont des blogs un peu particuliers. Peut-être que Marie peut nous en dire quelques mots sur le digital gardening, mais c'est une capacité à aussi rentrer dans leur logique intellectuelle. Ouais. Alors, je suis entièrement, mais alors complètement en phase avec tout ce qui a été dit. Et ça fait plaisir de discuter avec des Français qui ont cet état d'esprit, parce que généralement, c'est pas forcément le cas. Et alors, moi, j'ai passé 10 ans en institut d'études, notamment donc chez Kantar Media, sur l'expertise veille. Donc en matière de veille, je connais très très bien depuis très très longtemps, et en fait tout ce que tu dis Alexis, c'est très pertinent, parce que la veille tu peux te noyer dedans, parce que c'est un travail, c'est chronophage, tu n'as jamais fini. Donc je suis tout à fait d'accord, moi c'est les conseils que je donne. Alors le premier, c'est de partir d'une solution professionnelle ou d'un Feedly ou d'un InnoReader ou etc. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment la base. Tu as des sites, tu as des blogs, tu as des newsletters, etc. Tu mets tout en veille. Voilà. Ensuite, moi, ma recommandation, c'est vraiment de se donner d'avoir une séquentiel, une routine. Moi, par exemple, c'est tous les matins, je regarde mon Feedly, et puis après, le reste de la journée, quand j'ai un moment, je vais sur mes listes Twitter ou je fais mais du coup, c'est quand même séquencé. Et après, moi, je sais que j'ai lancé une newsletter, et alors j'écris aussi pour plusieurs médias. Donc, j'écris 4 articles par mois, plus un article donc pour mon Substack tous les dimanches. Et à partir de là, en fait, c'est plus tu écris, et en fait, c'est de la rigueur, c'est de la discipline. Plus tu écris et plus tu as d'idées, et plus aussi tu t'accomplis, quoi. Tu restes pas dans une veille, mais vraiment tu matérialises ça. Donc voilà. Après, moi personnellement, je passe quand même beaucoup de temps à faire de la veille, et ce qui m'intéresse, c'est ça revient un petit peu à ce que disait Alexis, c'est d'aller dénicher un petit peu l'information à la source, mais pas forcément la source mainstream. C'est-à-dire qu'à la limite, quand je tombe sur un profil que je ne connaissais pas et que je vois qu'il a 50 000 abonnés, à la limite, ça m'intéresse moins. C'est-à-dire que ce que j'aime bien, c'est, par exemple, là, j'ai 4-5 personnes que je suis qui ont 150 followers sur Twitter. Et c'est des pépites, c'est-à-dire chaque tweet est précieux. Donc ceux-là, je les chéris. Pourtant, je suis quelqu'un qui partage, je suis vraiment dans le share and give. Donc, mais ceux-là, c'est un petit peu mes petites pépites, mes petites trouvailles.
Ils ont, je te dis, il y en a un, il a 160 followers et puis tu le vois tout de suite. C'est-à-dire que c'est pas des gens qui, quand ils retweetent, il y a toujours un commentaire associé, mais surtout ils se projettent. Alors il y en a un qui fait des mock-ups, par exemple, de nouvelles features qu'il pourrait y avoir sur les réseaux sociaux ou des choses comme ça, tu vois. Et c'est précieux. Et ça, je veux dire, une fois que tu as l'œil aguerri, tu le vois tout de suite. Moi, je vais sur un profil aujourd'hui, en 10 minutes, je sais si c'est un profil qui va m'intéresser, que j'ai envie de suivre ou pas. Ouais, j'en parlais dans la newsletter de ce matin, c'est ce paradoxe des idées. Et en fait, le paradoxe des idées qui est que tu as envie d'entreprendre, tu sais pas par où commencer, tu n'as aucune idée de boîte. Et puis, plus tu avances et plus tu es un entrepreneur aguerri, plus en fait, tu as des listes d'idées et il te manque du temps. Et en fait, c'est pareil pour la curation. Au début, tu sais pas par où commencer. Et plus tu vas rentrer dans ce truc-là où tu vas commencer à regarder des ressources, à les piocher, etc. Et plus en fait, tu en as et moins tu as de temps disponible. Et du coup, ce que je racontais, et je pense que ça s'applique très bien à ça, c'est en gros, c'est quoi l'intention que vous voulez donner dans votre veille. Typiquement, et c'est ce que je disais sur le paradoxe des idées, parce que je pense que c'est similaire, et moi, je le fais comme ça pour ma veille, c'est qu'il y a 2 paramètres à prendre en compte. C'est quelles compétences profondes vous avez envie de développer et quel contexte marché vous avez envie de développer. Et en fait, toute votre curation, elle doit être basée sur ces 2 sujets-là. Moi, aujourd'hui, j'ai beau adorer, et c'est très chouette de voir des belles startups, des Doctolib, des Alan cartonner, etc. Mais aujourd'hui, un Samuelian, c'est quelqu'un que j'ai suivi pendant longtemps, que je ne suis plus forcément parce qu'aujourd'hui, le contexte de marché qui, moi, m'intéresse, c'est des mecs qui ont bootstrappé, qui sont makers, qui sont indépendants, qui sont freelance. Et donc, mon focus de curation, il va être sur plutôt ces personnes-là. Et donc, je vais suivre des Nathalie Hasson, je vais suivre des David Perel et des gens comme ça. Et donc, en fait, c'est important de donner une intention parce qu'en fait, des gens géniaux, il y en a, mais partout. Et il y en a en France, il y en a à l'étranger, il y en a sur plein de sujets différents. Mais je trouve que le truc de se dire, OK, en ce moment, mon objectif, c'est mieux comprendre tel sujet ou mieux comprendre comment est-ce que j'arrive à telle action et quelles compétences, quelles inspirations j'ai envie d'avoir et quel sujet j'ai envie de creuser. Je trouve que de faire ce mix-là, de se l'écrire concrètement et de se dire, OK, par rapport à ce que j'ai, qui je peux aller voir, que je connais plus ou moins proche. Et à partir de ce point de départ-là, ça va pouvoir me donner d'autres billes. C'est pour ça que les newsletters de curation sont intéressantes parce que si vous suivez par exemple quelqu'un qui est sur le sujet de la finance personnelle, parce que c'est un sujet qui vous intéresse, vous abonnez à une newsletter de curation, et ensuite vous pouvez aller profondément dans le sujet parce que vous pouvez aller voir les articles qui sont partagés, qui sont les mecs derrière, ces mecs-là ou ces nanas-là, qu'est-ce qu'il y a encore plus derrière. Et donc, on a vraiment une intention dans la manière de faire sa curation. Je voudrais juste aborder, avant, parce qu'il reste un petit quart d'heure, le vivier des groupes chat. Parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet de veille aussi. Il y a énormément d'informations, un cycle de questions-réponses qui est extrêmement véloce dans ces mini-cercles, ces micro-communautés. Est-ce que on est tous à fouiller dans ce genre de choses, Alexis Ménard? Est-ce que tu es plugué à des groupes chat type WhatsApp un peu privés dans lesquels tu retrouves de l'information pour toi? Ouais, mais en fait, je perds mon temps là-dessus. C'est-à-dire que ils me perdent tous ces groupes chat. Je suis sur plusieurs, mais je m'aperçois que ça me disperse en fait. Donc, j'essaye parce que comme disait, je crois que c'est Alexis Marie et Alexis le disaient, tu peux passer ta vie sur ça. Donc, faut que ça soit orienté. Je reviens sur ce que dit Alexis. Faut que ça soit orienté sur ce que tu veux faire. Et malheureusement, moi, dans les groupes chat dans lesquels je suis, c'est trop dispersé pour moi, même si c'est super intéressant, mais c'est trop dispersé pour moi. Donc, je suis assez peu fan de ça parce que je maîtrise pas en fait. C'est le premier point. Et je rebondis juste sur le point d'Alexis. En fait, finalement, je m'aperçois que de plus en plus, je valorise au lieu de moi-même faire la curation, ceux qui font la curation à ma place, en fait. C'est ce que dit Alexis quand il parle de quelqu'un qui bosse sur la finance personnelle. Je pense que tu parlais peut-être de Snowball sur la newsletter sur lequel je suis inscrit aussi. Il fait le taf et il le fait bien, et du coup, ça gagne un temps fou. Et moi, là où j'aimerais
avoir votre avis, c'est finalement quelle valeur on donne au bon curateur en fait, parce que ça fait gagner un temps fou. Et je voyais des applis qui commençaient à passer sur la rémunération des curateurs. Je trouve le sujet hyper intéressant à voir venir. C'est quoi ça? C'est la valeur une de appli fou, qui va quoi. sortir? Oui, tu sais, je crois, je sais plus si on te l'a envoyé, c'est une application, Ah alors oui, là, c'est oui, une j'ai cru voir appli passer. que tu sais, et qui en fait propose de rémunérer les meilleurs curateurs. Ça Et s'appelle en fait, Readbase. ouais, et je trouve ça super smart parce qu'effectivement, ouais, si tu trouves des gens qui font la curation à ta place et tu sais que c'est de la quali, que c'est quali, c'est du temps gagné, quoi. Moi, c'est vrai que j'ai pas trop de problème à payer ces gens-là. Tu vois, Johan, sa newsletter pourrait coûter 20 €. Je pense que je la paierais. Donc, il y a effectivement, je pense qu'il faut valoriser ces gens-là. Et par exemple, tu vois, la finance perso, bon, bah voilà, moi, c'est un sujet qui m'intéresse. J'ai pas non plus tant de temps à passer que ça. Bah voilà, je suis Johan et j'en suis peut-être, je vais en suivre un autre. Non, il y a que lui en France que je suis vraiment. Et en fait, ça me suffit pour avoir parce que mon intention c'est pas de boursicoter toute la journée, c'est d'avoir une vision d'investissement long terme et donc ça me suffit sur ce truc-là. Après sur les groupes chats, alors c'est vrai, j'en ai pas trop parlé dans la présentation, mais du coup, à côté de Tribu Indé, il y a aussi un tout petit projet que j'avais lancé en début d'année qui s'appelait le mode d'emploi, qui était globalement une petite série de cours de 10 minutes chacune de 6 vidéos pour un peu poser les bases de ton activité en freelance. Et en fait, suite à ça, pourquoi je vous parle de ça? Parce que suite à ça, on a invité les gens à échanger dans un groupe WhatsApp. Aujourd'hui, le groupe, il y a à peu près, je pense, il doit y avoir 250 personnes. Et c'est intéressant de voir, encore une fois, quelle est l'intention de ce groupe-là. Et je pense que l'intention de ce groupe-là, qui vit aujourd'hui tout seul, c'est-à-dire que je le fais avec une personne qui s'appelle Rini Rivas et en fait, on intervient quasiment pas, sauf quand on nous demande, mais on intervient très, très peu dans ce groupe-là. Le groupe vit tout seul, mais parce que l'intention de ce groupe-là, c'est pas tellement et la proposition de valeur qu'on avait, c'était pas de se dire: «Vous allez retrouver les meilleures ressources et les meilleurs contenus dans ce groupe-là», mais c'est plutôt un groupe de machine à café, vous y passez quand vous voulez. Il y a des gens qui posent des questions. Si vous avez envie d'y répondre, vous y répondez parce que vous êtes dispo et que vous avez 3 minutes à passer sur le groupe. Et donc je rejoins beaucoup Alexis là-dessus, et j'en parlais dans un autre podcast sur ce truc d'anxiété, quoi. Et moi, tu vois, même les Slack, les groupes Facebook, les groupes WhatsApp, j'essaye d'épurer au maximum parce que en fait, je me rends compte que j'en tire pas toujours tant de valeur que ça, quoi, par rapport à l'intention et l'intention de départ que j'avais en rejoignant tous ces groupes un peu partout sur les plateformes. Donc, et en même temps, Alexis, pour connaître très très bien ton WhatsApp que tu as créé avec Rémi, quand j'ai commencé, quand il s'est agi d'incorporer ma boîte en tant que freelance et en tant que SASU, tu vois, le premier réflexe que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert le mode d'emploi.fr, je suis allé sur le WhatsApp, j'ai tapé SASU et il y a eu une mine d'informations. Voilà. Mais je savais que j'allais trouver des choses quali, honnêtes, de gens un peu avec des sens instantanés. Donc moi, ma veille, je la fais. On peut l'avoir, je pense aussi de ce côté-là. Par contre, il faut que le groupe chat soit thématique et avec un cycle de questions-réponses qui soit animé assez régulièrement, quoi. Et c'est très. Je pense que les groupes, de manière générale, pour pas juste faire un focus sur le mode d'emploi, mais les groupes sont, si tu veux, la valeur que tu vas en trouver, elle est très pratico-pratique. Tu vois, sur un groupe WhatsApp, tu peux pas avoir un débat d'idées où tu vas chercher l'étape supérieure. Et ça veut pas dire que c'est pas bien, attention. Mais c'est pas, encore une fois, tu vois, c'est pas le même genre d'information. Là, tu avais une question très précise sur comment est-ce que tu étais en train de monter ta SASU, comment est-ce que tu faisais, et tu avais besoin d'un retour d'expérience qui est concret et rapide. Si par exemple, tu as besoin de comprendre, je sais pas, le marché des développeurs freelance par rapport au SS2I, tu vois, est-ce que tu vas vraiment trouver ça dans un groupe chat? Je suis pas si sûr, tu vois, parce que ça demande une info un peu plus précise que tu peux pas développer donc encore une fois, c'est deux niveaux d'infos différents, mais c'est vrai que je suis assez surpris que le groupe marche aussi bien parce qu'il n'y a pas tant de liens qui sont envoyés, c'est vraiment de la conversation. Ça aussi, c'est un autre truc intéressant, c'est que
tu vois, est-ce que les groupes sont là pour faire de la nouvelle fois de la curation en envoyant des liens, ou alors c'est plutôt des groupes d'échange? En fait, tu recrées ce que tu pouvais créer dans des book clubs ou ce genre de choses, mais que tu fais vraiment en réel, et donc tu prends le temps de faire des réponses construites sans forcément balancer tout le temps des liens, tu vois. Alors, je vais rajouter un point là-dessus parce que je trouve ça très intéressant. Quand j'ai lancé mon Substack, j'ai voulu lancer un chat associé à la newsletter pour tester. Et je voulais pas faire sur WhatsApp ni Messenger parce que en France tout le monde est sur WhatsApp, pas ceux qui sont. Et je sais qu'aux États-Unis ils sont plutôt sur Telegram. Donc je m'étais dit bah tiens, moi j'ai vu personne en France sur Telegram encore, enfin en tout cas pas beaucoup. Donc je vais me mettre sur Telegram. Et quand j'ai lancé mon canal, au début il y a des gens qui me disent je comprends pas, j'arrive pas à te répondre. Je commençais à creuser, je me dis, oh, effectivement, et tout. Alors après, je me dis, ah, bah, tiens, comme je suis un peu maligne, j'ai un peu bidouillé, je me suis dit, ah, bah, tiens, il y a une astuce, je vais tous les passer en administrateur, et puis, bam, comme ça, ils vont pouvoir répondre. Bah, c'était bien beau, sauf qu'à un moment donné, c'était limité à 50 administrateurs. Donc, quand on a passé les 50, je me suis dit, ah, bah, zut, je ne peux plus ajouter des gens en administrateur. Et donc, j'ai un peu creusé, et en fait, je me suis rendu compte, et je trouve que ça, finalement, une fois qu'on a compris le système, c'est plutôt bien fait sur Telegram, c'est que tu peux avoir un canal principal où là, il n'y a que les administrateurs qui peuvent partager des liens, etc. Donc, du coup, pour les gens, par exemple, qui sont intéressés par ta veille, mais qui ne veulent pas être pollués par le fait que, je sais pas, tu éteins l'app, tu reviens et puis tu as 52 notifications parce que tu as plein de gens qui se sont envoyés des emojis, des gifs, etc. et tout. Là, du coup, finalement, tu as un canal qui est vierge, si je puis dire. En tout cas, il n'y a vraiment que des éléments de veille de la personne à laquelle tu as souscrit. Donc, a priori, si tu t'es abonné, c'est que tu estimes que la veille de cette personne est pertinente. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Et ensuite, du coup, quand j'ai lancé ce chat, ce qui est assez intéressant, alors moi, j'ai lancé tout ça il y a 15 jours, hein, donc je suis vraiment en test and learn. Quand j'ai lancé le chat, quand j'ai lancé le canal, donc j'ai 83 abonnés. Et je m'en sers, moi, pour communiquer sur l'article que je vais faire le week-end. J'envoie des polls et puis j'envoie une veille, enfin voilà, des informations, etc. Et en fait, je m'aperçois que y a, de ces 80 personnes, il y en a une vingtaine qui ont rejoint le chat. Et par contre, ceux qui ont rejoint le chat, alors je dirais d'une certaine façon que c'est un peu mes top, en tout cas, les personnes avec qui j'interagis le plus. Et il y en a d'autres qui m'ont dit non, moi je veux juste la veille, mais je veux surtout pas être polluée. Donc du coup, je trouve que cette approche sur Telegram est très intéressante. Tu as le canal et tu as le chat. Et donc voilà, si tu es juste là pour en mode void, ben, tu restes sur le compte principal. Et sinon, tu vas sur le chat. Donc voilà, je trouve que l'approche est intéressante. En tout cas, c'est différent de WhatsApp, par exemple. Il y a beaucoup de groupes Telegram qui est en France. Parce que bon, moi, par exemple, Telegram, moi j'ai connu par un ami, mais c'était il y a des années, c'était une personne. Quoi. Donc, je me demande, est-ce qu'il y a quand même des petits connaissances? Moi, alors j'en ai un autre sur lequel je suis, qui est assez, c'est un peu un objet de curiosité, avec pas mal de startups qui sont en train de se créer. Donc ils veulent, mais pour le moment, en fait, personnellement, ça me fait du bruit. Mais j'observe parce que je suis un peu voilà, je regarde un peu ce qui se fait. Mais non, sinon, j'ai des télégrammes, mais de VC américains. Et c'est comme ça d'ailleurs que je suis arrivée sur Telegram, parce qu'il y avait des VC américains que je suis et qui avaient lancé leur compte Telegram. Donc, c'est essentiellement pour ça que j'y étais. Moi, ce que j'aime bien sur Telegram, c'est… alors, il y a quelqu'un qui s'appelle Venture Desktop. Alexis, tu dois le connaître, non? C'est Brett Bevans qui traite beaucoup de sujets autour de l'audio. Et donc, je suis assez fan. Et puis après, je suis aussi sur Telegram le compte Asie. Ah non, ça c'est peut-être sur WhatsApp. Je sais plus. Et donc voilà, mais il n'y en a pas tellement, mais voilà, moi je suis assez contente. Encore une fois, moi je suis un peu en mode test and learn. Très sincèrement, je ne pensais pas qu'il y aurait 80 personnes qui rejoindraient le groupe en 10 jours, donc voilà. Il y a quand même pas mal sur cette question de curation sur nos métiers, qui restent des métiers sur le digital, la tech, la finance, tout ça. Il y a la question de l'anglais, il y a la question de la source anglophone. Donc, on n'aura pas eu le temps de le traiter, ce sujet-là, mais Alexis t'en a parlé un peu. C'est à un moment donné, si tu veux aller à la source et pas avoir de la seconde main ou du réchauffé, tu es un peu obligé de maîtriser cette langue-là. D'aller te plugger directement à tout ça. Moi, c'est la base, quoi. En tout cas, moi, je sais que toutes mes ressources que je lis sont en anglais, quoi. Ouais, pratiquement.
Ouais, Donc, il y a c'est inévitable, en fait. Moi, j'ai une petite question, un peu à contre-pied, qui est, est-ce que vous avez eu des déceptions de tools de curation ou bien des fausses bonnes idées de curation? Parce que vous avez donné beaucoup d'idées et c'est bien. Du coup, j'ai bien pu remplir tout mon carnet de tips. Et je sais que souvent, on peut perdre du temps et puis essayer de forcer sur un outil, ou bien on pense qu'on a une bonne idée, puis en fait, on y perd du temps parce que la curation, ça prend énormément de temps. Donc, est-ce qu'avec le temps et votre expérience, vous avez pu déceler soit entre guillemets, des tools pas très efficaces ou des mauvaises pratiques? Écoute, moi, je vais te faire une réponse contre-intuitive à mon tour. Encore une fois, et comme ça, je recoupe avec ce que je te disais au tout départ, c'est vraiment un truc le plus minimaliste possible. Garde des tools le plus longtemps possible, tu vois. Exemple concret. Tu auras toujours des nouveaux tools qui vont arriver en curation, mais c'est comme tout. Tu pourras toujours tester le dernier tools à la mode. Prends un truc, teste-le. Dis-toi, OK, pendant un mois, je vais tester l'outil, je vais essayer de l'utiliser tous les jours et à la fin du mois, je fais un post-mortem pour savoir si je continue ou pas et fixe-toi ce truc-là. Feedly, ça fait des années que je l'ai et pourtant, il y a des dizaines et des dizaines d'outils de curation et en fait, tu peux tout de suite te perdre. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est regarde pas tant que ça les nouveaux outils un peu à la mode, tous les trucs hype qui arrivent, etc. Parce qu'en fait, c'est comme par exemple sur Zoom. Zoom, ça fonctionne très bien. Moi, j'utilise depuis très longtemps, avant que tu aies toute cette hype-là. Tout le monde parle de Stormcast, de Crowdcast et tous ces trucs-là. Et en fait, soit ça marche pas, soit il y a toujours un truc. Et en fait, l'outil n'est pas non plus game changer de fou par rapport à ce qui existe. Et donc, pour les outils de curation, c'est la même chose. Fixe-toi un ou deux outils. Là, dans toute la liste qu'on t'a donnée, teste-en un ou deux. Test Pocket, test Instapaper, test Feedly potentiellement. Abonne-toi à 2-3 newsletters, juste 2-3 newsletters pour commencer. Au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu vois si tu les lis ou pas. Et en fait, tu avances comme ça plutôt que de débarquer dans la boutique, acheter tout ce qu'il y a et puis pas trop consommer parce que en fait, c'est le risque. Et je te dis ça en connaissance de cause parce que je suis passé par là à essayer de changer tout le temps au tout début. Et en fait, je suis revenu à des trucs ultra basiques. Un Evernote qui n'est pas non plus super ergonomique. Une connexion avec un Instapaper et puis un Feedly qui est quand même une appli qui est pas. Et en fait, ça me suffit parce que c'est qu'un seul moyen. Mon objectif, c'est pas de faire de la curation pour faire de la curation, c'est de faire de la curation pour derrière créer du contenu et bosser sur mes projets. Et ça, il faut vraiment toujours le garder en tête. Donc voilà un peu ma réponse un peu contre-intuitive. Eh ben, ça sera le mot de la fin. Attends, 2 secondes. J'ai une dernière petite question qui, j'espère, va être super concise. Ouais. Juste toujours dans le process de curation, Oui. est-ce que, on n'a pas parlé de ça, mais est-ce que vous consommez aussi de la vidéo? Donc, j'imagine, je sais pas, ça peut être des stories sur Instagram, ça peut être du contenu vidéo vraiment, au-delà du contenu écrit ou papier. Je te réponds en 2 secondes. Pour moi, le contenu vidéo, c'est le contenu que je consomme quand j'ai pas envie d'être trop concentré. Alors bizarrement, hein, et Ok. du coup, pour moi, c'est mon petit plaisir. Si je dois faire de la curation avec des vidéos, c'est le moment plaisir, c'est pas le moment hard work. Mais ça, c'est très perso. Moi, c'est le moment online course. C'est quand je me tape un cours en ligne, souvent de la vidéo. Donc, moi, c'est comme Alexandre, c'est quand je fais de la formation, exactement pareil. Moi, j'ai quelques chaînes YouTube, je pourrais t'en parler, mais c'est que de la vidéo très très précise et c'est que de la vidéo que j'écoute en x1,5, x2, voire x3 pour avoir vraiment l'info essentielle, mais j'y perds pas trop de temps. Ok, donc ça passe un peu aux oubliettes, c'est plus le contenu Il y a écrit, quelques chaînes. Là, pour le coup, c'est encore plus sélectif. Il y a vraiment peut-être 4-5 chaînes que je suis qui sont très précises sur des thématiques, notamment marketing, très très précises. Parce que sinon, pareil, l'algo de YouTube est suffisamment bon pour te faire passer des heures dessus si t'es pas un peu cadré dessus, quoi. Mais c'est cool aussi, de temps en temps. Carrément. C'est faire naviguer d'une vidéo à l'autre. La sérendipité. Et ben, c'est sur ce mot de la fin, on se quitte. Merci à tous d'avoir participé à cette conversation.